Bonjour et bienvenue à cette séance de mathématiques pour l'économiste. Aujourd'hui, nous allons apprendre les fonctions à une variable. Et dans cette première partie, nous allons faire la différence entre une relation et une fonction, spécialement une relation binaire. On va voir les trois types de relations, de fonctions. Nous allons également étudier comment représenter graphiquement une fonction et comment calculer la limite d'une fonction. Premièrement, les concepts de base. Donc, nous voulons ici voir les concepts ou la notion de constante ainsi que la notion de variable. Une constante est définie comme étant une quantité qui reste fixe dans un intervalle déterminé. Et nous distinguons deux types de constantes, notamment ce qu'on appelle les constantes numériques et les constantes arbitraires ou les paramètres. Une constante numérique est celle qui garde la même valeur dans tous les problèmes que vous êtes en train de résoudre, alors qu'une constante arbitraire est celle qui garde la même valeur tout au long d'un problème particulier. Donc, dans un autre problème, cette constante peut changer. Et on utilise généralement les premières lettres de l'alphabet pour désigner les constantes. Par contre, une variable est une quantité qui prend plusieurs variables plusieurs valeurs plutôt dans un intervalle ou tout au long d'un même problème. Et nous distinguons ici les variables continues et les variables discrètes. Une variable continue, c'est cette variable-là qui prend n'importe quelle valeur à l'intérieur de l'intervalle. Et cette variable a une particularité dans le sens que les différentes valeurs prises par cette variable dans l'intervalle diffèrent par des quantités infinitésimales. Cependant, une variable discrète prend uniquement certaines valeurs dans un intervalle. Pour identifier ou pour désigner les variables, on utilise généralement les dernières lettres de l'alphabet. C'est ainsi que vous trouverez généralement, quand on utilise les lettres telles que A, B, C, D, c'est pour identifier les constantes, alors que X, Y, Z sont généralement utilisés pour identifier les variables. Pour vous donner une idée de la différence entre une variable et une constante, considérez l'intervalle de temps allant de 6 heures du matin à 6 heures du soir, donc de 6 heures à 18 heures. Et considérez la température, même la température de votre propre corps. Alors, si nous considérons la température ambiante, à chaque minute, à chaque heure, dans cet intervalle, il va s'agir là d'une variable. Donc, la température prend différentes valeurs dans l'intervalle allant de 6 heures à 18 heures. Mais les heures elles-mêmes, par exemple 7 heures du matin, par exemple 14 heures, ces heures-là, ce sont des constantes. Ça ne change pas dans l'intervalle. Voilà un exemple qui vous permet de faire la différence entre une variable et une constante. Parlons maintenant des relations, de la différence entre une relation et une fonction. Pour rappel, une relation binaire, c'est un sous-ensemble du produit cartésien de deux ensembles ou du carré cartésien, mais qui satisfait une certaine propriété. Et on définit généralement une relation entre deux ensembles ou, comme je viens de le dire, en utilisant les carrés cartésiens. Et là, nous avons l'ensemble que vous avez appelé ensemble de départ, mais que nous appelons ici les domaines de la relation, ainsi que les rangs, que vous avez peut-être appelé l'ensemble d'arrivée. Alors, parlons maintenant de la fonction. Une fonction, c'est aussi un sous-ensemble du produit cartésien de deux ensembles, mais qui satisfait à deux propriétés assez différentes de celles de la relation. Premièrement,
pour toute variable, toute valeur x appartenant à l'ensemble A, donc qui est les domaines de la fonction, il existe une valeur y appartenant au rang de la fonction, donc à l'ensemble B, tel que les couples x, y appartient à f. Rappelez-vous, f, c'est un sous-ensemble du produit cartésien. Deuxième propriété. Alors, si vous avez 3 points, vous avez d'abord un point dans les domaines, vous avez une valeur x, et vous avez 2 valeurs dans le rang de la relation, c'est-à-dire les valeurs y1 et y2. Alors, si x, les couples x ou la paire x, y1 appartient à f, et que les couples x, y2 appartient aussi à f, cela signifie tout simplement que y1 est égal à y2. En d'autres termes, par la relation, chaque valeur, chaque élément du domaine doit avoir une seule image dans le rang. C'est la propriété de l'unicité de l'image. Remarquez ceci. Une fonction associe, en fait, c'est une relation qui associe à chaque élément de l'ensemble départ, donc du domaine, un seul élément du rang. C'est la propriété, la deuxième propriété que nous venons de voir. Par conséquent, une fonction est une relation, mais une relation n'est pas nécessairement une fonction. Considérons l'exemple suivant. Nous avons deux ensembles A et B, chacun ayant 4 éléments. Le produit cartésien de ces deux ensembles est donné par ces 16 couples qui sont là. Okay? Alors, si nous définissons une propriété qui dit que x est inférieur à y, cela nous donnera une relation, un sous-ensemble qui définit une relation. Alors, ces sous-ensembles-là, c'est la relation R, qui est un sous-ensemble en fait, du produit cartésien, et il est composé de 15 couples. De 15 couples sur les 16. En fait, il n'y a que les couples ici, 5, 4, qui ne satisfait pas à cette propriété. Maintenant, définissons une deuxième propriété qui dit tout simplement que y doit être égal au carré de x. Alors, cette propriété-là va nous donner uniquement 4 couples. Donc, il n'y a que 4 couples sur les 16 qui satisfont cette propriété. Et les couples sont 2, 4, 3, 9, 4, 16 et 5, 25. Alors, ces sous-ensembles, cette relation ici, c'est une fonction. Pourquoi? Parce qu'à chaque élément de A correspond un seul élément de B. Donc là, nous avons une relation, une fonction plutôt. Alors, vous pouvez bien voir la différence entre une relation et une fonction. Et bien sûr, cette relation, ces quatre couples appartiennent évidemment au produit cartésien A croix B. Ce qui fait que, bien qu'étant une fonction, c'est aussi une relation. Alors, parlons maintenant de la valeur d'une fonction ainsi que du graphe d'une fonction. Alors, la valeur d'une fonction numérique à un point déterminé x0 dans le domaine, en fait, et la quantité f de x0 que l'on obtient en évaluant la fonction à ce point bien précis. Par exemple, considérons la fonction suivante. F de x est égal à x cube moins 5x carré plus 9x moins 12. Alors, si x0 est égal à 4, donc nous pouvons évaluer cette fonction au point x0 est égal à 4. Et cette valeur est égale à 8. Donc, nous pouvons ici associer. Cela veut dire qu'on va associer cette fonction, associer le point 4 dans les domaines au point au nombre 8 dans les rangs. Alors, si nous représentons tous ces couples ensemble, dans un ensemble, nous les réunissons dans un ensemble, nous allons obtenir ce que nous appelons le graphe d'une fonction. Et le graphe d'une fonction, c'est un ensemble.
un ensemble de couples XY tel que X appartient à A, Y appartient à B et Y est l'image de X à travers la fonction f. Donc, vous voyez déjà là la notion de couple ordonné qui revient. Alors, si contre nous avons la fonction x cube moins 5 x carré plus 9x moins 12 représentée graphiquement. Nous avons représenté les graphes. Donc, la représentation graphique d'une fonction, c'est en fait la représentation graphique de son graphe sur un intervalle déterminé. Par exemple, cette fonction est représentée sur l'intervalle allant de moins 5 à 10. Alors, j'ai ici en bas les codes que j'ai utilisés pour représenter ces graphiques, pour produire ces graphiques avec le logiciel R. Le logiciel R qui est gratuit. Vous pouvez les télécharger et répliquer ces graphiques que j'ai. Alors, les fonctions sont des objets mathématiques et par conséquent, nous pouvons faire des opérations avec eux, avec elles, avec ces objets. Ainsi, si nous considérons deux fonctions f et g définies sur un même domaine, hein, c'est très important, les deux fonctions sont définies sur le même domaine et nous considérons un point dans les domaines, ce point x0 dans les domaines. Alors, nous pouvons faire les opérations suivantes. L'addition, la soustraction, les produits ou les fractions on peut obtenir les produits, les fractions, les différences et les sommes des différentes fonctions. Alors, ainsi par exemple, pour l'addition, la valeur de la somme des deux fonctions au point x0 est égale à la somme des valeurs des deux fonctions. Et on applique également cela à la différence. Et en ce qui concerne les produits, donc la valeur du produit de f et g au point x0 est égale au produit des valeurs des deux fonctions au point x0. Et on applique cela également au ratio. Donc, c'est les rapports, les quotients, c'est les rapports en fait de ces deux fonctions évaluées au point x0. Mais il faut tenir compte du fait que pour que ces quotients puissent exister, il faut que la fonction qui est au dénominateur, en l'occurrence g de x, évaluée à x0, soit différent de 0. Alors, remarque, on dira que la fonction f de x est inférieure ou égale à g de x si et seulement si f de x, cette inégalité en fait, est satisfaite pour toutes les valeurs x0 appartenant au domaine de la fonction. Et on dira que la fonction est bornée d'en haut si sur cet ensemble, s'il existe un nombre fini C tel que toutes les valeurs, ok, toutes les valeurs de cette fonction à tous les points dans les domaines sont inférieures à C, à cette constante. Donc, la valeur de la fonction à toutes les valeurs, à tous les x, en fait, pour tout x dans E, est inférieur à C. Et on peut également définir la borne inférieure de la fonction. On va dire que la fonction est bornée d'en bas si nous inversons tout simplement cette propriété, cette condition pour obtenir ces décidants. On dira donc que la fonction f de x est bornée d'en bas si sa valeur à tous les points du domaine est supérieure ou égale à une constante finie C. Et bien sûr, nous pouvons aussi définir la borne d'une fonction et dire que la fonction est bornée si elle est à la fois bornée d'en haut et d'en bas sur son domaine. Les fonctions, on peut aussi faire la composition des fonctions, c'est-à-dire on peut combiner des fonctions pour produire d'autres fonctions. Ainsi, la combinaison
où la composition des deux fonctions f et g de x, bien sûr, produit une nouvelle fonction h de x, qui est obtenue, bien sûr, en utilisant les deux fonctions. Et la notation utilisée, c'est g rond f de x, donc la composition de g et f. Donc, ça veut dire la valeur g, la valeur de g évaluée à f de x. C'est ça, la composition. Et elle suit les schémas suivants. Donc, dx, vous obtenez y à partir de f, ok, la valeur de y. Et vous prenez cette valeur obtenue à partir de x et vous la remplacez dans g pour produire z. Et ensuite, vous avez le schéma qui va de x à z, donc de la première valeur de x jusqu'à la dernière valeur que vous trouvez par la fonction g. Mais il faut retenir que, en général, f rond g est différent de g rond f. Exemple, considérons les deux fonctions suivantes. La fonction suivante est la fonction f de x et la fonction g de x. F de x est égal à x carré plus x plus 1 et g de x est égal à x plus 2. Alors, comment composer ces deux fonctions? Comment trouver g rond f et f rond g? Alors, commençons par g rond f. Donc, c'est la valeur de g évaluée à f de x. Alors, nous suivons notre schéma. Donc, à partir de la valeur x, c'est la fonction, donc x carré plus x plus 1. Cela nous produit y que nous allons remplacer dans cette fonction. Donc, z qui produit la valeur z. Donc, nous aurons y plus 1. Et par la suite, pour passer des y à plutôt des x à z, nous remplaçons y par sa valeur qui est là. Donc, nous obtenons x carré plus x plus 2 comme étant la fonction. Ok, nous prenons ensuite f rond g et nous suivons la même procédure pour trouver x carré plus 3x plus 3. Et les constats que nous avons fait, la remarque qu'on a donnée tout à l'heure, c'est que f rond g est différent de g rond f. Nous avons ici g rond f qui est différent de f rond g. Donc, x carré plus x plus 2 est différent de x carré plus 3x plus 3. Alors, parlons maintenant de bijection, injection et surjection, qui sont les trois types de relations que nous allons identifier ici. Premièrement, définissons ce qu'on entend par une surjection. Et les explications sont appuyées par les schémas qui sont à gauche. Alors, nous dirons qu'une fonction f définie sur x, l'ensemble x, et prenant des valeurs dans l'ensemble y, est surjective si tout élément y appartenant, bien sûr, au rang est l'image d'au moins un élément de x dont nous sommes ici. Donc, tout élément, donc chaque élément de x, de y, est l'image d'au moins un élément de x. Donc, ici, nous avons le premier élément qui est en fait l'image du premier élément, le premier élément de y qui est l'image du premier élément de x. Mais le deuxième élément est l'image des deux éléments de x. Le deuxième élément de y, l'image des deux éléments de x. Donc, au moins, chaque élément de x, de y plutôt, est l'image d'au moins un élément de y, donc un ou plus. Par exemple, la fonction x carré, f de x est égal à x carré, définie sur l'intervalle moins 2, allant de moins 2 à 2, c'est une surjection dans le sens que le rang de la fonction, sont des valeurs allant de 0 à 4. Donc, y est compris entre 0 et 4 y compris. Par exemple, 4 est le carré de 2 et moins 2. Donc, vous voyez déjà que 4 à 2 est l'image des deux éléments de l'ensemble x. Alors, l'autre type de fonction, c'est l'injection. Et on dira qu'une fonction f définie sur l'ensemble x ayant des valeurs dans l'ensemble y est injective si et seulement si, maintenant nous allons du côté du rond, du domaine de la relation, si et seulement si deux éléments de l'ensemble x ont des images distinctes. Voilà.
Par exemple, selon la représentation graphique, cet élément a son propre image et cet élément a son propre image, l'autre a son propre image. Donc, deux éléments quelconques de X ont des images distinctes, deux éléments quelconques distincts de X ont des éléments différents, ont des images différentes dans Y. Alors, cela veut dire tout simplement que si X1 est différent de X2, alors f de X1 doit être différent de f de X2. Ou alors, si f de X1 est égal à f de X2, alors X2 doit être égal à X2. Voilà, et cette illustration que nous avons ici. Enfin, nous avons la bijection. Et on dira donc qu'une fonction f définie sur l'ensemble X ayant des valeurs dans Y est bijective si elle est à la fois surjective et injective. Alors, si vous combinez la définition d'une fonction injective et une fonction surjective, alors vous allez tout simplement comprendre qu'une fonction est dite bijective si chaque image ou bien chaque élément dans le rang est l'image d'un seul élément du domaine. Et chaque élément du domaine a une seule image dans les rangs. De cette façon que vous pouvez combiner les deux définitions. Alors, généralement, lorsqu'on parle d'une fonction, il s'agit en fait d'une bijection. Et une fonction peut être représentée graphiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le graphe d'une fonction peut être représenté dans un plan cartésien. Et pour le faire, nous utilisons les systèmes de coordonnées qui est constitué des deux axes perpendiculaires dont l'intersection, c'est le point 0, 0, communément appelé l'origine. Et les deux axes forment quatre régions appelées cadrans et qui sont numérotés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en partant du cadran qui se trouve, si je peux dire, au nord-est du point 0, okay, ou au-dessus du cadran, de l'axe horizontal à droite des 0. Alors nous avons les cadrans 1, les cadrans 2, les cadrans 3, les cadrans 4. Et les cadrans 1 est généralement appelé l'orthon positif, parce que ici nous n'avons que les nombres positifs sur les axes, les portions des axes, alors que le cadran numéro 3 est appelé l'orthon négatif. Okay? Alors les deux autres sont appelés soit sont nommés orthon non positif ou orthon non négatif, parce que là nous avons le mélange de valeurs négatives et positives. Alors, si vous avez une fonction élémentaire, alors la représentation se fait de la manière suivante. Donc, vous devez représenter chaque couple x, y. Okay? En compte du fait que y est l'image de x par la fonction f. Alors, on s'y prend de la manière suivante. Vous devez d'abord reporter la distance x qu'on appelle l'abscisse, okay, sur l'axe horizontal. Et vous reportez la distance y, appelée l'ordonnée, sur l'axe vertical. Et puis, vous tracez une parallèle à partir de l'abscisse, une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et vous tracez aussi à partir de l'ordonnée une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et puis, les points de croisement de ces deux axes constituent la représentation graphique du couple XY dans le plan cartésien. L'exemple qu'on a ici, pour représenter les couples 2, 1, nous traçons d'abord une parallèle à partir de l'abscisse 2, okay, parallèle par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis nous traçons aussi à partir de 1 une droite parallèle à l'axe horizontal, qui est en fait l'axe des abscisses. Et les croisements nous donnent la représentation graphique du couple X, Y dans le plan cartésien. Alors, parmi les fonctions, nous avons les droites ou les fonctions linéaires, et puis nous avons aussi des fonctions non linéaires ou les courbes. Alors, pour une droite, l'équation de la droite est représentée par la fonction suivante. De façon générique, nous avons y est égal à x plus b, où x est en fait
la variable indépendante et y est la variable dépendante. Et par exemple, si nous avons y égale 4x plus 2, alors on procède de la manière suivante pour représenter cette fonction. Alors comme nous n'avons pas de points précis, alors on va procéder de la manière suivante. Il suffit de trouver deux points par lesquels cette courbe passe, cette droite passe, et puis on relie les deux pour trouver la droite de l'équation. Alors, comment procéder? Il faudra procéder en posant y est égal à 0 pour trouver la valeur de x. Et cela va vous donner un couple pour les cas que nous avons. Lorsque y est égal à 0, x est égal à 1 sur 2. Et cela nous permet d'obtenir un couple qui est égal à 1 sur d 0. Et ce qui nous permet de venir nous placer ici. Ça, c'est le couple 1 sur 2, 0. Et puis, deuxième étape, vous posez que x est égal à 0 et ce qui vous permet en fait de résoudre pour y. Donc, si x est égal à 0, y sera égal à moins 2. Et ça vous permet de trouver un autre point. Et là, nous avons les points ici, c'est les points 0, moins 2. Et là, nous avons deux points. OK? Et nous pouvons faire passer la droite par ces deux points-là. Et nous avons ainsi obtenu une représentation graphique de la fonction linéaire ici. Et cette fonction linéaire, c'est en fait une combinaison, c'est en fait une représentation, une combinaison affine en fait, c'est une fonction affine de y par rapport à x, et elle est appelée un polynôme de premier degré ou une fonction linéaire. Alors ainsi, les fonctions les fonctions polynomiales d'un degré supérieur à 0, à 2 plutôt, à 1, je voulais dire, sont appelées des courbes. Les représentations graphiques sont des courbes. Et la caractéristique la plus importante, la plus générale dans ces cas, sont les fonctions non linéaires. Parce que ça peut ne pas toujours avoir la forme d'un polynôme, mais ça peut être une autre forme fonctionnelle. Donc, nous avons ici une représentation d'une fonction quelconque, y est égal à f de x, qui n'est pas une droite, mais qui est au contraire une courbe. Et là, on a encore des fonctions qui sont représentées, qui ne sont pas des fonctions linéaires. Là, nous avons la fonction y est égal à 2x carré plus 5, qui est représentée par cette parabole. Okay? Et ensuite, nous avons également représenté les graphes de la fonction moins 3x cube plus 9, les deux sur l'intervalle allant de moins 5 à 5. Vous voyez, il ne s'agit pas là, ce ne sont pas des courbes, ce ne sont pas des droites, mais il s'agit plutôt de courbes, parce que nous avons des polynômes de degré supérieur à 1. Parlons maintenant de la fonction inverse. Et cette notion est très importante pour l'économiste parce que dans l'analyse de la demande, la fonction que nous utilisons généralement, c'est une fonction inverse. C'est la fonction inverse. La loi de la demande nous dit que toute chose restante égale par ailleurs, la quantité demandée d'un bien est une fonction inverse de son prix. C'est-à-dire, lorsque les prix augmentent, la quantité diminue. Donc, si on peut bien représenter ça en forme d'équation, on dira Q est fonction de P. Mais généralement, nous utilisons la fonction inverse où nous exprimons les prix en termes de la quantité. Donc, voilà pourquoi la fonction inverse est d'une très grande importance pour l'économiste. Et on définit ainsi la fonction inverse de f de x comme étant une fonction f inverse de x, okay, qui est obtenue en résolvant l'équation y est égal à f de x pour la valeur x. Ainsi, on va obtenir une fonction x qui est x comme une fonction phi de y. Donc, c'est ça la fonction inverse. Vous n'avez qu'à résoudre l'équation pour x pour trouver la fonction inverse. Alternativement, si la fonction f de x est définie sur le domaine E avec valeur dans les rangs f, avec rang f, alors cela signifie tout simplement que l'inverse de la fonction f a comme rang
a comme domaine f et comme rang x. Voilà la fonction que nous avons. C'est ça la fonction inverse et que nous la définissons. Exemple. Considérons la fonction f de y est égale à x carré plus 3. Alors, l'inverse de cette fonction, c'est une fonction qui exprime x en termes de y. Donc, ceci est égal à la racine carrée de y plus 3. Et j'ai représenté ces deux fonctions ici. Donc, le graphe de la fonction x carré plus 3 est là. Et le graphe de la fonction y est égal à la racine carrée de x, plutôt x est égal à la racine carrée de y plus 3 est là. Alors, les deux paires, les fonctions, les commandes que j'ai utilisées ici, ce sont celles qui ont produit dans le logiciel R ces deux graphiques. Alors, il faut remarquer une chose très importante ici. L'allure de ces fonctions est différente. Donc, l'allure de la fonction est différente de l'allure de la fonction inverse. Alors, pour voir ça plus clairement, considérons les deux fonctions ici, dans ces graphiques. La fonction y est égale à f de x et la fonction x est égale à phi de y. Alors, les graphiques d'une fonction inverse, okay, et la réflexion de la fonction elle-même. Donc, les graphes les graphes de l'inverse d'une fonction et la réflexion du graphe de la fonction elle-même. Et la représentation s'est faite en reflétant le graphe de la fonction f de x à travers la ligne bissectrice x est égal à y dans le premier cadran que nous avons ici. Donc, tout cela consiste à amener le point xy au point yx pour obtenir cette courbe, ces graphes de la fonction inverse. Il faut retenir une chose très importante, que les deux fonctions croissent à des taux différents. Alors que la fonction elle-même croît plus rapidement, la fonction inverse croît plus lentement. Et ça, c'est une caractéristique très importante des fonctions inverses. Une autre notion très importante concernant les fonctions, pour l'économiste, bien sûr, c'est la notion des fonctions implicites et des fonctions explicites. Et ces fonctions sont très importantes. La distinction entre les deux fonctions est très importante, surtout quand vous avez affaire à une optimisation ou quand vous faites l'optimisation, généralement, les fonctions que vous avez, ce sont des fonctions parfois implicites ou des fonctions explicites. Alors, on va faire la différence entre les deux pour dire ceci, qu'une fonction est dite explicite si la variable dépendante, la variable y, est exprimée en termes de la variable indépendante. La variable indépendante, c'est la variable x. Alors, de façon plus simple, la variable dépendante, c'est celle qui apparaît à gauche du signe de l'égalité. Alors que la variable indépendante, c'est celle qui apparaît à droite du signe de l'égalité. Évidemment, vous aurez à bien approfondir cela dans les cours d'économétrie que vous allez voir dans quelques années, quelques trimestres ou semestres. Alors la fonction est, on peut dire également que y est explicité par x. Okay? Et si vous voulez bien le voir visuellement, y apparaît à gauche. Les deux apparaissent en fait à des côtés différents du signe d'égalité. Cependant, une fonction est dite implicite si les deux variables apparaissent du même côté de l'équation, c'est-à-dire du même côté du signe d'égalité, comme dans cette équation 4x carré moins 6y est égal à 3. Là, il va s'agir d'une fonction implicite. Mais il faut remarquer qu'à partir d'une fonction implicite, nous pouvons
obtenir deux fonctions explicites. C'est-à-dire, nous pouvons exprimer x en termes de y à partir de cette fonction. Et toujours à partir de la même fonction, nous pouvons exprimer y en termes de x. Et les deux fonctions sont là. C'est la fonction qui exprime x en termes de y et la fonction qui exprime y en termes de x. Là, nous avons obtenu deux fonctions explicites à partir d'une fonction implicite. Parlons maintenant de la limite d'une fonction qui est aussi importante et une notion importante pour nous les économistes. La notion des bases, les concepts de base ici qu'on va utiliser, c'est des concepts de la limite d'une suite de nombres, ou la limite d'une suite numérique, que nous avons déjà expliqué lorsque nous avons appris les notions sur les espaces métriques. Alors, cette notion de limite d'une fonction s'apparente ou se fonde sur la fonction de la limite d'une suite de nombres ou la notion des points limites. Alors, on va y démontrer, on va y arriver, mais avant de s'y mettre, considérons les concepts suivants. C'est les concepts de la direction sur un ensemble, sur l'ensemble E dans ce cas. Et on définit la direction sur l'ensemble. Oui, la direction sur l'ensemble, c'est en fait une collection S des sous-ensembles de cet ensemble-là, ok, et qui sont non vides. Donc, c'est une collection des sous-ensembles non vides de E, telles que les deux conditions suivantes sont satisfaites. Premièrement, si vous prenez des sous-ensembles AI et AJ dans la collection, il y a deux possibilités. Il y a l'une des deux possibilités suivantes qui doit être vraie. Soit AI est inclus dans AJ ou AJ est inclus dans AI. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que l'intersection de tous les sous-ensembles de cette collection est un ensemble vide. C'est très important. La notion de direction, elle est importante pour la définition de la limite d'une fonction, bien sûr. Nous combinons cela avec la notion de la convergence ou des limites d'une série, d'une suite. Alors, parlons de la limite. La première notion de limite, c'est la limite dans la direction S. Bien sûr, la direction S de l'ensemble E. Considérons une fonction f de x définie sur E, sur l'ensemble E, mais prenant des valeurs dans un espace métrique M, doté d'une métrique d'une distance ρ. Et nous pouvons définir ainsi la limite dans la direction S de la manière suivante. Donc, une fonction f de x approche la limite L dans la direction S de l'ensemble E si, étant donné un petit nombre positif arbitrairement choisi, epsilon 0, donc c'est le petit nombre, il existe un ensemble AI dans cette sélection, dans cette collection, tel que pour tout élément x appartenant à cet ensemble AI, la distance entre la valeur de x évalue bien sûr à la valeur de f évalue bien sûr aux éléments x de AI et la limite L est inférieure à epsilon. Donc, c'est-à-dire, étant donné un petit nombre, positif arbitrairement choisi, il existe un ensemble, un sous-ensemble de E qui est ici AI et qui appartient à la collection, donc à la direction, tel que tous les éléments, la valeur de la fonction f évaluée aux éléments de cet ensemble AI est à une distance inférieure de epsilon par rapport à la limite L. Et nous notons de la manière suivante cette limite. Donc, limite de f de x en direction de S. C'est la même chose qu'ici, limite de f de x vers
F tend vers L en direction de S, ou carrément on écrit de cette façon-ci. Ainsi, lorsque nous disons que la fonction f de x possède une limite dans la direction S, cela signifie tout simplement qu'il existe un certain point L dans l'ensemble M qui est le rang de la fonction, tel que la fonction f de x tend vers cette limite-là. Bien sûr, sur un ensemble AI déterminé. Illustration. Pour mieux expliciter la notion de la direction sur un ensemble, considérons l'ensemble E suivant, défini comme étant l'ensemble des entiers positifs, donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à des nombres de plus en plus élevés. Alors, la direction est définie de la manière suivante en considérant un système de sous-ensembles AI, A indice n appartenant à E, défini de la manière suivante. L'ensemble A indice n est un ensemble de nombres n, n plus 1, n plus 2, et ainsi de suite. Alors, si nous considérons les 10 premiers sous-ensembles de cette direction, de cette collection, voici ce que nous avons. Nous avons les sous-ensembles A1 à A10. Et nous pouvons voir, en prenant deux sous-ensembles déterminés, on peut bien vérifier la première condition de la définition de la direction d'un ensemble, ou sur un ensemble. Alors, prenons A7 et A4. Il est très clair que A7 est un sous-ensemble de A4. On peut comparer 2 à 2 différents sous-ensembles. Mais lorsque nous considérons l'ensemble, toute la collection, dans les 10 premiers sous-ensembles, leur intersection est égale à 0. Et par conséquent, les 10 sous-ensembles définissent une direction sur l'ensemble E. Et cette direction est notée n tendant vers l'infini. N qui tend vers l'infini. Okay. Alors ici, la fonction n'est rien d'autre dans cette logique qu'une suite de points dans un espace métrique. Et nous pouvons noter cela, yn, parce qu'une suite de nombres dans un espace métrique, nous avions noté cela au chapitre précédent, comme étant x et plutôt y indice n. Et nous pouvons alors définir la limite de la manière suivante. La limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, yn tend vers la limite L en direction S, donc en d'autres termes, lorsque n tend vers l'infini, si pour quelque epsilon positif arbitrairement petit, il existe un nombre n au-delà duquel la distance entre les valeurs yn et la limite est inférieure à epsilon. C'est la définition de la limite lorsque n tend vers l'infini. Évidemment, cette définition va ensemble avec la définition de la convergence d'une suite. Et l'expression utilisée, c'est celle-ci. L est égale à la limite de yn lorsque n tend vers l'infini. Ok, alors, nous pouvons aussi définir la limite lorsque l'argument de la fonction tend vers l'infini. Donc, il faut faire la différence ici. La limite lorsque l'argument tend vers l'infini et la limite lorsque les nombres des sous-ensembles dans la direction S tend vers l'infini. Cette définition est bien sûr liée, va ensemble avec la définition de la convergence d'une suite. Et c'est cette notion qu'on va aussi utiliser pour définir la limite lorsque x tend vers l'infini. Et pour ça, nous avons deux cas à considérer. Le premier cas, c'est la demi-droite non négative, si je peux l'appeler comme ça. C'est l'ensemble RA+, qui est défini comme étant l'ensemble des éléments x, tel que x est supérieur ou égal à a. Et à partir de sur cette demi-droite, nous pouvons définir une direction dans les sous-ensembles
les systèmes de sous-ensembles qu'on va nommer ici A xi, A indice xi, donc ce sont des sous-ensembles de RA+, et qui ont la forme suivante, qu'on peut définir de la manière suivante. A indice xi est égal à l'ensemble des x tel que x est supérieur ou égal à xi, et xi est supérieur ou égal à A. Alors, ainsi, la direction ici, cette direction, S, est notée x qui tend vers l'infini. Donc, x tendant vers plus infini ou x approchant plus infini, qu'on peut écrire tout simplement x de la manière x qui approche l'infini. Et la définition de la limite lorsque x tend vers l'infini est la suivante. Donc, la fonction f de x approche la limite L lorsque x tend vers l'infini, ok? Si, étant donné un petit nombre arbitrairement choisi, un petit nombre positif epsilon supérieur à 0, il existe un nombre xi tel que pour toutes les valeurs x supérieures à xi, la distance entre la valeur de la fonction et la limite est inférieure à epsilon. Et nous pouvons écrire ceci, que la limite en question est égale, elle est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini. Donc ici, retenez ceci. Il y a deux quantités. Il y a epsilon que vous choisissez arbitrairement comme un nombre positif, un petit nombre, un nombre positif et petit. Mais il y a aussi un nombre xi tel que au-delà de cette valeur xi, il y a convergence de la valeur de la fonction vers la limite, dans le sens que la distance entre la valeur de la fonction et la limite est inférieure à epsilon. Maintenant, si le rang de la fonction, l'espace métrique M, est égal à R, alors dans ces cas-là, on va parler d'une fonction numérique. Et une fonction numérique, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans l'ensemble R. Et on va adapter la définition de la limite sur l'ensemble R. Et on va dire que la fonction approche à la limite L lorsque x tend vers l'infini. Si étant donné epsilon supérieur à 0, il existe un nombre xi tel que la distance, ok, ça c'est la distance sur l'ensemble R, la distance entre la limite et la fonction est inférieure à epsilon. Le deuxième cas, c'est le cas de la demi-droite, la semi-droite RA négatif, ok, RA moins, qui est défini comme l'ensemble des x, tel que ces x-là sont inférieurs, où chaque x est inférieur ou égal à A. Et on peut aussi définir les systèmes de sous-ensembles, dont la direction, de la manière similaire, et définir la limite lorsque x tend vers l'infini de manière similaire à la définition de la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Et voilà, remarquez tout simplement la différence à ce niveau. Au lieu de considérer x supérieur ou égal à xi, on considère x inférieur ou égal à xi. Et on écrit la limite de la manière suivante. Donc, L est la limite de f, de la fonction f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Bien sûr, on peut aussi introduire la direction plus ou moins l'infini en définissant la collection des ensembles suivantes, dans la direction composée des sous-ensembles définis de la manière suivante. Au lieu de considérer x, on considère la valeur absolue de x et par conséquent, on écrit la limite de cette façon. Ici, la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, remarque, les définitions que nous venons d'analyser sont basées sur l'extension de la notion de point limite, comme je l'avais dit un peu avant. Les notions de point limite et de la convergence d'une suite numérique. Ou, dans ces cas, on considère ainsi la direction S à l'infini. Okay. Mais dans ce que nous allons voir maintenant, dans la suite, nous allons analyser la notion des limites lorsque l'argument de la fonction tend vers un point ou approche un point
qu'on appelle un point non isolé de l'ensemble et qui est en fait les domaines de la fonction. Alors, nous allons ainsi définir les notions de points isolés et des points non isolés. Et cela est très important parce que ça va intervenir dans la définition du concept qui va suivre tout à l'heure et qui va nous aider à définir la limite d'une fonction lorsque x tend vers a. Alors, supposons que nous ayons un ensemble E qui est un espace métrique doté de la distance ρ. Alors, on va définir un point non isolé de E comme un point A appartenant à l'ensemble E, tel qu'il existe une boule ouverte centrée sur ce point-là et des rayons delta, qui contient au moins un élément x' appartenant à E en plus de l'élément A lui-même. Donc, un point non isolé est un point pour lequel une boule ouverte autour de lui contient d'autres éléments, au moins un autre élément de l'ensemble E. Par contre, un point isolé, c'est un point tel que la boule autour de lui, la boule centrée autour de ces points-là, ne contient que ces points-là. Donc, ça sera dit un point isolé. Alors, ceci va nous aider à définir une notion importante de voisinage supprimé de A. Non, le voisinage supprimé de A. Retenez que le voisinage de A, c'est une boule ouverte centrée sur A et des rayons R. Voilà. C'est ça la définition du voisinage de A. Mais si on va définir les voisinages supprimés, c'est un voisinage qui ne contient pas A. Un voisinage centré sur A, mais qui ne contient pas A. Nous notons cela V' delta. Delta, c'est les rayons de la boule. Alors, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que la distance entre x et A est inférieure à delta. C'est un voisinage qui contient d'autres points de E, mais pas A lui-même. Alors, nous pouvons ici définir un système de voisinage, bien sûr, qui va dépendre du rayon, hein, un système de voisinage pour sigma supérieur à 0, chacun étant obtenu en supprimant le centre A du voisinage ordinaire dont je venais de parler tout à l'heure. Et cela définit une direction notée x tendant vers A. Non, x approchant A. C'est la direction qui est définie à partir de cette suite des voisinages supprimés. Et cette définition correspond à la direction d'un ensemble. Parce que premièrement, le fait que A n'est pas un point isolé indique que le voisinage supprimé est non vide. Deuxièmement, étant donné que le voisinage supprime A, donc A n'appartient pas au voisinage, donc l'intersection de tous les voisinages est vide. Alors là, dès là, va découler la définition de la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers A, un point non isolé de A, de x qui est égal à A. Alors, on dira donc que f de x approche la limite L lorsque x tend vers A si, étant donné un nombre positif arbitrairement choisi, arbitrairement petit aussi, epsilon supérieur à 0, il existe un nombre delta supérieur à 0. Rappelez-vous, delta, dans la définition du voisinage supprimé, c'est les rayons. Il existe un nombre delta supérieur à 0 tel que pour tout x appartenant au voisinage supprimé de A, okay, nous avons la condition suivante qui est la distance entre L et la valeur de la fonction est inférieure à epsilon. Et nous allons écrire cette limite de la manière suivante. Donc, L est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers A. Retenez que
la valeur de la fonction peut ne pas être, ou la fonction peut ne pas être définie au point x est égal à a. Par conséquent, cette valeur, la valeur de la fonction au point a, n'est pas déterminante dans la définition de la limite. Mais nous verrons une notion, un concept, qui exigera, parmi les conditions, que la limite puisse exister et que la valeur aussi puisse exister. Nous verrons ça dans la deuxième partie du chapitre. Il s'agit de la notion de continuité. Remarquez aussi que si les domaines de la relation est égal à m, donc c'est une fonction, enfin c'est un ensemble, c'est un espace métrique, et que cet espace métrique est égal à R, à l'ensemble des nombres réels, le voisinage supprimé va correspondre à l'intervalle ouvert suivant. Okay? L'intervalle suivant, en fait, c'est l'union des deux intervalles ici qui donne en fait l'intervalle ouvert que voici. Ok. Alors, la définition de la limite sur R, sous cette condition que R est égal à M est égal à R, la limite va se définir de la fonction suivante. Il s'agit en fait de la limite d'une fonction numérique. On dit que la fonction numérique approche une limite L lorsque x tend vers A, si pour epsilon supérieur à 0 donné, rappelez-vous, epsilon, c'est un petit nombre, un nombre positif arbitrairement petit, étant donné ces nombres-là, il existe un nombre delta supérieur à 0, tel que pour tout x appartenant à cet intervalle, donc x moins 0 inférieur à x moins à la distance entre x et a, inférieur à delta, donc nous devons avoir l'écart ou la distance entre la fonction de la valeur, la valeur de la fonction et la limite qui doit être inférieure à epsilon. Et nous notons que cette limite, c'est en L, est égale en fait la limite de f de x lorsque x tend vers A. Exemple. Alors, ces exemples vont vous aider en fait à utiliser la définition de la limite, pas nécessairement pour calculer. Calculer la limite, c'est simple. Vous avez appris cela à l'école secondaire. Mais ici, la question est de savoir, est-ce que vous pouvez être en mesure d'utiliser la définition de la fonction pour prouver, je voulais dire la définition de la limite, pour prouver que la limite que vous avez trouvée est vraiment vraie et c'est correct, ce que vous avez trouvé comme réponse. C'est ce que nous faisons ici à travers les deux exemples suivants. Le premier et le suivant. Nous voulons calculer la limite suivante. Limite, lorsque x tend vers l'infini, de x plus 3 sur x plus 1. Bien sûr, cette limite est égale à 1. On peut démontrer que ceci est vrai en utilisant la fonction, la définition de la limite lorsque x tend vers l'infini. De la manière suivante. Premièrement, nous identifions la fonction et la limite est égale à 1. Et voici comment nous allons appliquer. Rappelez-vous très bien, on a défini la limite d'une fonction, de la fonction f de x lorsque x tend vers l'infini. De la manière suivante, autrement dit, la fonction f de x tend vers approche une limite L lorsque x tend vers l'infini, si pour tout nombre positif arbitrairement petit epsilon, il existe un nombre xi au-delà duquel la distance entre la valeur de la fonction et la limite est inférieure à epsilon. Voilà, donc vous devez fixer epsilon et trouver xi. Voilà, allons-y. Voilà, nous commençons par la condition. Il faut que l'existence de xi supérieur à 0, de xi plutôt, puisse être telle que cette inégalité est satisfaite. Alors, quand est-ce que cette inégalité est satisfaite? Voilà, nous remplaçons la fonction f de x par son expression et la limite par son expression. Et cela, la distance doit être inférieure à epsilon. Donc, la différence entre les deux en termes absolus. Alors, ou alors, nous cherchons le dénominateur commun, pour trouver ceci, et ça doit toujours être inférieur à epsilon. Ou alors, nous allons tout simplement trouver la réponse qui est au numérateur, c'est 2
ok, 2 sur x plus 1 doit être inférieur à epsilon. Tout simplement, on peut réécrire cela en enlevant en fait les valeurs absolues. En disant les valeurs absolues, nous avons 2 sur la valeur absolue de x moins 1 sur inférieur à epsilon, qu'on peut également écrire comme 2 inférieur à epsilon multiplié par la valeur absolue de x moins epsilon, ou epsilon multiplié par la valeur absolue de x supérieure à 2 plus epsilon, et de là, nous allons trouver la valeur de x qui est supérieure à 2 plus 2 epsilon divisé par epsilon. Donc, cette valeur, toutes les valeurs de x, valeur absolue bien sûr, supérieures à cette quantité, permettent de satisfaire cette condition. Par conséquent, la valeur xi est égale à 2 plus 2 epsilon divisé par epsilon. Et c'est ce qui nous donne le fait qu'au-delà de cette valeur-là, tous les x sont tels que la valeur de la fonction, l'écart entre, ou la distance entre la valeur de la fonction et la limite est inférieure à epsilon 1. Donc, parce que ces nombres existent, donc on peut bien dire que la limite de cette fonction, lorsque x tend vers l'infini, est bien égale à 1. Prenons l'autre cas où x tend vers un nombre déterminé, un nombre a, qui est en fait considéré comme un point non isolé du domaine. Alors, nous voulons calculer la fonction x carré lorsque la fonction f de x est égale à x carré, lorsque x tend vers 2. Et on va appliquer la définition de la fonction lorsque x tend vers a. Et cette définition dit que la fonction f de x tend vers une limite L si, pour tout petit nombre positif epsilon, il existe un nombre delta supérieur à 0, tel que chaque fois que cette condition est satisfaite, donc x moins la limite, ok, donc x moins le point non isolé est inférieur à delta, alors l'inégalité suivante est aussi satisfaite. Donc, en faisant cela, nous appliquons la condition f de x moins 4, c'est la limite, f de x est égal à x carré, moins 4 doit être inférieur à epsilon. Et nous sommes dans l'intervalle allant de 0 à 2. Très important ici, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut trouver une valeur delta qui soit telle que l'inégalité suivante, ok, l'inégalité suivante soit satisfaite. Mais à partir de cette inégalité. C'est très important. Prenez cette inégalité. Quelle est la valeur de delta qui produit cette valeur? Et pour notre cas, cette valeur, c'est epsilon divisé par x plus 2. Et quand vous remplacez epsilon sur x plus 2 dans cette fonction, dans cette inégalité plutôt, vous obtenez celle-ci. Voilà, dans ce cas-là, nous avons trouvé notre delta. Deux théorèmes très importants à retenir ici, c'est que le premier dit, lorsque la valeur de la fonction est constante sur l'ensemble E, donc sur le domaine, alors la limite de cette fonction, s'il existe, est égale à la constante, à la valeur constante de la fonction. Et deuxième théorème, les théorèmes disent ici que la limite d'une fonction f de x, si elle existe, est unique. Ça, c'est le théorème de l'unicité de la limite d'une fonction. Alors, parlons de la limite de façon spécifique, de la limite d'une fonction numérique. Okay. Alors, une fonction est dite numérique si elle prend des valeurs dans l'ensemble R, je l'ai déjà dit avant. Et il existe en fait deux métriques sur la ligne des nombres réels. C'est d'abord la distance ordinaire, que nous connaissons déjà, et la distance de l'ensemble R bar, qui est en fait une extension de l'ensemble R qui contient les points notés moins l'infini et plus l'infini, et cette distance est définie de la manière suivante, donc entre les fonctions. Alors, ces deux métriques sont homomorphiques, et je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, d'abord, l'ensemble R bar, c'est l'extension de l'ensemble R avec deux points notés moins l'infini et plus l'infini et qui satisfont ces conditions qui sont telles que toute valeur de R est supérieure à moins l'infini
et que toute valeur de R est inférieure à plus infini et moins l'infini est inférieur à plus infini. Alors, parlons des métriques homomorphiques. Donc, deux métriques, ρ et ρ' sont homomorphiques si et seulement si, pour toute valeur appartenant à E, tout x appartenant à E, et epsilon supérieur à 0, il existe un autre epsilon qu'on va nommer epsilon prime supérieur aussi à 0, et les deux sont définis de la manière suivante. Que la boule, je peux dire, la boule autour du point X, ok, la boule centrée sur X des rayons epsilon contient la boule centrée sur X des rayons epsilon prime ou vice versa, okay? De manière inverse. Alors, dans ce moment-là, on dira que les deux métriques sont homomorphiques. Alors, parlons rapidement d'autres caractéristiques des fonctions, fonctions négatives et fonctions bornées. Alors, considérons la fonction f de x, une fonction numérique et une direction s. Alors, nous dirons que la fonction f de x est non négative, ok? Est non négative s'il existe un sous-ensemble A dans la direction S tel que la valeur de la fonction est supérieure ou égale à 0 pour toutes les valeurs x appartenant à cet ensemble dans la direction. Donc, ce sous-ensemble de la direction A. Et il est borné si il existe un sous-ensemble dans la collection S sur lequel l'ensemble, la fonction f est bornée. Remarque très importante. Lorsque la fonction f de x approche une valeur infinie dans la direction S, on écrit cette fonction de la manière suivante. F de x est égal à grand taux de 1. F de x égale grand taux de 1. C'est la notation big O, bien grand taux. Mais lorsque la fonction approche 0 en direction de S, on écrit f de x est égal à petit o, petit o. C'est la notation little o. Autre remarque. Si pour un nombre C dans R, il existe un ensemble A dans la direction tel que f de x est supérieur à C pour toutes les valeurs, tous les x de cet ensemble A, alors on dira que la limite de x, de f de x en direction de S est égale à infini. Mais s'il existe en fait un sous-ensemble dans la direction S tel que la valeur de la fonction est inférieure à C pour toutes les fonctions ou toutes les valeurs x dans A, alors on dira que la limite de f de x en direction de S est égale à moins l'infini. Il y a quelques résultats très importants sur la limite d'une fonction numérique. La première, il y en a 8. Premièrement, le premier résultat, la formule ici, la limite de f de x en direction de S est égale à L, est équivalente à la formule suivante, la limite en direction de S de la différence entre la fonction et la limite. Deuxième propriété, si la limite de la fonction f en direction de L est égale à, en direction de S plutôt, est égale à L, alors pour tout nombre epsilon supérieur à 0, il existe un ensemble A, ok, dans la direction tel que pour les éléments appartenant, les x appartenant à cet élément-là, nous avons la limite, la distance entre la fonction et la limite est inférieure à epsilon si elle est finie, ou c'est la limite est égale à 1 sur epsilon si, non plutôt la valeur est supérieure à 1 sur epsilon si elle est égale à plus infini,
ou alors la valeur de la fonction sera égale à 1 sur moins epsilon si elle est égale à moins l'infini. C'est la deuxième propriété, le deuxième résultat. Le troisième, si la limite d'une fonction est supérieure à 0, okay, ou si elle est égale à plus infini, alors on dira que la fonction est positive, la fonction f de x est positive dans la direction S. Mais au contraire, si la limite est inférieure à 0 et que, ou est inférieure à 0 ou que la limite soit égale à moins l'infini, alors on dira que la fonction f de x est négative dans la direction. Quatrième propriété, si la fonction f de x est non négative en fait, dans la direction S, et si la limite est égale à L, alors elle doit être supérieure à 0. Mais si f de x est non positif dans la direction S, et que la limite en question est égale, sa limite est égale à L en direction de S, alors elle doit être inférieure ou égale à 0. En fait, septième propriété, si la valeur de la fonction f est inférieure à la valeur de la fonction g dans la direction S, et que la limite de la fonction f de x en direction de S est égale à L, alors que celle de la fonction g dans la même direction est égale à h, alors la L doit être inférieure ou égale à h. Et dernière propriété, si la limite en direction de S de la fonction f de x est égale à L, et que celle de g soit égale à h, et qu'en plus L soit strictement inférieure à h, alors la fonction f de x est inférieure à g de x dans la direction S. Alors, après avoir défini la limite et aussi après avoir illustré les calculs de la limite en utilisant la définition ou la vérification, la preuve, la démonstration des limites qu'on peut trouver, voyons maintenant quelques règles très importantes pour calculer les limites. Il y en a 6. On va voir 6 règles au total. La première est la suivante. C'est la limite, c'est le calcul de la limite du quotient des deux polynômes px et qx lorsque x tend vers l'infini. Alors, si les termes les plus élevés ou l'expression ayant les degrés les plus élevés, c'est x exposant n entre les deux polynômes, alors la limite du quotient des deux polynômes peut être trouvée en divisant chaque polynôme par l'expression x exposant n. Alors, par exemple, voici les quotients des deux polynômes p et x, p de x et q de x. Les termes les plus élevés, l'expression les plus élevée a les degrés 5, donc x exposant 5. Donc, pour calculer cette limite lorsqu'x tend vers l'infini, nous divisons chaque expression, chaque terme par x exposant 5, et cela nous produit une limite égale à 0. La limite est égale à 0. Et deuxième exemple, nous avons la même chose. Les termes les plus élevés, c'est x exposant 3. Et en divisant chaque terme par x exposant 3, nous trouvons la limite suivante. Okay? 8 sur 2 qui est égal à 4. Mais il faut noter ici que les termes les plus élevés, l'expression ayant les degrés les plus élevés peut être aussi bien au numérateur ou au dénominateur. Alors ici, si vous si vous n'arrivez pas à bien comprendre ce que j'ai fait ici, là, ok. Développer tout simplement ces polynômes au numérateur, donc vous allez trouver facilement la réponse que j'ai trouvée. Ce serait exactement la même chose. Deuxième règle, si les polynômes évalués dans la direction est égal à 0, en d'autres termes, si P de A ou Q de A est égal à 0, alors on peut procéder par la simplification de la fraction Px sur Q de x. P de x sur Q de x.
pour calculer la limite. C'est ce que nous faisons ici. Alors, si vous remplacez moins 1 au numérateur, vous aurez 0. N'allez pas tout droit dire la limite est égale à 0. Non. Dans ces cas ici, vous devez factoriser les numérateurs et les dénominateurs. Et en les faisant, nous trouvons une limite de moins 2. Règle numéro 3. Les expressions contenant des termes irrationnels peuvent être rationalisées dans la plupart des cas en définissant une nouvelle variable. Considérons l'exemple suivant. Cette limite. La limite, lorsque x tend vers 0, de la racine carrée de 1 plus x moins 1, divisé par la racine troisième de x plus x, de 1 plus x moins 1. D'abord, si vous remplacez, vous voyez bien, ok, dans ces cas ici, qu'est-ce que vous allez? Vous allez trouver 0 au numérateur, 0 au numérateur, au dénominateur. Alors, dans ces cas ici, nous pouvons transformer, nous définissons une nouvelle variable, y chapeau, et plus y à la sixième puissance, est égal à 1 plus x. De manière à réduire en fait cette limite de la manière suivante, la limite de y cube moins 1 divisé par y moins 1. Alors cette fois-là, y va tendre vers 1, okay, au lieu que ce soit x qui tend vers l'infini. Il faut faire très attention. Alors, la limite qu'on va trouver ici, c'est 2 sur 3. Donc, en utilisant les nouvelles variables. Règle numéro 4. Pour calculer la limite d'une expression irrationnelle, il convient de transférer les termes irrationnels du numérateur au dénominateur ou du dénominateur au numérateur. Donc, voici la limite qu'on a ici. Nous avons les termes irrationnels au numérateur. À la règle nous dit qu'il faut transférer cela au dénominateur. Voilà ce que nous avons fait. Et la limite que nous avons trouvée, c'est 1 sur 2, la racine carrée de 1. Et ici, nous avons la limite de la racine carrée de x plus la racine carrée de 5. Nous transférons les signes radicaux au dénominateur et nous trouvons la limite 1 sur 2 racine carrée de 5. Règle numéro 5. Et ça, celle-ci est un peu compliquée, mais vous devez faire très attention ici. Alors, pour calculer la limite de la forme suivante, dans la limite lorsqu'x tend vers a, d'une fonction exposant une autre fonction. Okay? Vous avez une fonction phi de x exposant la fonction psi de x. Pour trouver la limite, dans ces cas-là, voici les règles qu'il faut suivre. Si la limite, bien sûr, lorsque x tend vers a, si la limite des phi de x existe et qu'elle soit égale à a, et que la limite de psi de x existe et qu'elle soit égale à b, alors la limite de toute l'expression est égale à a exposant b. Ça veut dire la limite de la première fonction multipliée par la limite qui vient en exposant, ok? De la fonction qui vient en exposant. Deuxième règle, si la limite de phi est égale à a et que cette limite-là, a, soit différente de 1 et que la limite de psi soit égale à plus ou moins l'infini, dans ces cas-là, vous appliquez la première définition, la première formule. Mais si la limite de psi de x lorsque x tend vers a est égale à 1 et que la limite de la fonction en exposant est égale à plus ou moins l'infini, alors dans ces cas-là, il faut utiliser la transformation suivante. Vous transformez phi de x en la fonction 1 plus alpha de x, plutôt a de x. Où a de x, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. Et par conséquent, dès que vous avez fait cette transformation, alors vous pouvez calculer la limite en utilisant la formule suivante. Okay. Exemple. Nous avons la fonction x plus 1 divisé par 2x plus 1, les tout exposant x carré. Alors, vous calculez la limite de la fonction psi, plutôt phi, en utilisant bien sûr une règle qu'on a déjà vue avant, cela donne 1 sur 2. Et la fonction
la limite de la fonction qui est en exposant, c'est l'infini. Dans ce cas-là, nous sommes dans le troisième cas, je crois. C'est le deuxième cas. Okay? Dans ce cas bien précis, vous prenez la limite 1,5, ok? Exposant infini. Et comme c'est un nombre inférieur à 1, ça vous donne 0. La limite est égale à 0. Deuxième possibilité, nous prenons la fonction x moins 1 divisé par x plus 1 exposant x. La limite de la fonction x moins 1 sur x plus 1 est égale à 1. Donc nous sommes dans le troisième cas. Et la limite de la fonction psi est égale à l'infini. Donc c'est le troisième cas. Ça nous demande que nous puissions transformer la fonction. Alors, nous prenons ici la fonction, nous transformons 1 plus x moins 1 divisé par x moins x plus 1. Et cette fonction est une fonction, c'est la fonction identique à a dx que nous avons ici, qui nous donne en fait, quand vous prenez les dénominateurs communs, vous avez moins x divisé par x plus 1. Et vous appliquez la formule qui est donnée là-bas pour finalement trouver une limite qui est égale à epsilon d moins 2, plutôt exponentielle d moins 2. La sixième règle est la suivante. Elle dit que si la limite d'une fonction existe et qu'elle est positive, alors la limite du logarithme de la fonction est égale au logarithme de la limite. C'est ce que cette règle numéro 6 nous dit. Alors, maintenant que nous avons vu différentes formules, nous avons calculé en utilisant la définition, voyons maintenant comment vous pouvez vous exercer vous-même. Voici les exercices que je vous donne. Calculez les limites suivantes. Et là, le premier exercice vous demande tout simplement d'utiliser l'approche epsilon delta pour démontrer ces formules. Donc, vous allez chercher la valeur delta telle que pour un epsilon donné, la distance entre les deux, la distance entre la fonction et la limite est inférieure à epsilon. Voilà. Et vous faites les autres. Le troisième exercice, vous demandez, vous allez trouver que cette limite n'existe pas. Donc voilà, cette partie du chapitre terminée. Et je vous retrouve prochainement. Et résolvez les exercices et envoyez-moi vos réponses et je serai heureux et content de voir comment vous appliquez. À plus. Au revoir.